energética. La consommation d'électricité de la planète. Muchas veces hablamos de cambio climático y Dépensez moins d'énergie. Voilà, je me présente Richard Bergeron, je suis le chef d'une formation politique qui s'appelle Projet Montréal. Je suis élu au Conseil de ville de Montréal depuis, c'est ma 5e année, c'est mon 2e mandat. Et je suis membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Alors mon parcours, je suis d'abord architecte, ensuite urbaniste. Ma passion dans la vie, c'est l'urbanisme. Alors j'ai un doctorat en aménagement, un doctorat en urbanisme. On est en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord souffre d'un grave problème pour les grandes villes, à savoir qu'elles y sont le lieu de résidence des populations les moins fortunées, le rêve de la banlieue, de l'unifamilial, du bungalow, avec 3 autos devant la maison. C'est toujours un rêve très fort. Dans ce sens-là, on atteint des taux de motorisation absolument ahurissants, de l'ordre de plus de 800 autos pour 1000 habitants dans toutes les grandes villes américaines, à l'exception de New York peut-être. Alors, Montréal est en Amérique du Nord et elle subit cette conception de ce que doit être le développement urbain. Vu de l'œil d'un Américain, c'est une ville européenne. Vu de l'œil d'un Européen, c'est une ville américaine. Avant de passer aux questions, pour bien comprendre par rapport à votre poste actuel, donc au sein du comité exécutif, quel est justement le champ d'action, les marges de manœuvre que vous avez en tant qu'élu au conseil exécutif sur les politiques que vous souhaitez mettre en œuvre? Moi, je suis responsable au comité exécutif de l'aménagement urbain et de l'urbanisme. Hasard, je suis urbaniste de profession, j'ai passé ma vie, c'est ma passion, c'est la passion de ma vie, l'urbanisme. Alors, il y a une congruence, disons, d'entrée de jeu. Quelle sera la marge de manœuvre que j'aurai? M. Gérald Tremblay, le maire de Montréal, quand il m'a invité il y a un peu plus de 2 mois à joindre le comité exécutif, il connaissait mon parcours, il savait quelle était l'orientation de la formation politique que j'ai créée. Alors, le fait de m'avoir invité au comité exécutif, de m'avoir mis responsable de l'urbanisme, et quand on dit urbanisme, ça couvre même certains grands projets de transport. Parce qu'il y a de grands enjeux présentement à Montréal. On a 3 autoroutes qui mènent au centre-ville de Montréal. Il faut les refaire toutes les 3 dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est 5 à 6 milliards de dollars d'investissement. Alors, si on fait cela, on vient de conditionner le développement de Montréal pour les 50 prochaines années. Et la résistance peut ne pas s'exprimer qu'au sein du reste des élus et du comité exécutif de la ville de Montréal. La résistance peut venir d'ailleurs. Notamment notre très cher ministère des Transports du Québec, eux se définissent comme des constructeurs d'autoroutes. Notre mission, c'est de bâtir les autoroutes. Puis quand elles tombent en morceaux, c'est de les rebâtir à l'identique en termes fonctionnels. Visuellement, dans sa forme précise, c'est différent, mais fonctionnellement, c'est la même chose. Alors, eux résistent très fort. Il y a toute une industrie derrière ça. Il y a des intérêts qui se sont installés, bien installés, grassement installés, et qui voient d'un mauvais œil un virage un tant soit plus significatif. Des élus d'une ville comme la ville de Montréal, leur marge de manœuvre par rapport à, vous l'avez dit vous-même, à un gouvernement provincial d'abord, un gouvernement fédéral, et puis même au sein des différentes forces vives, entre guillemets, du territoire. OK. Alors, le fédéral, on va l'exclure d'entrée de jeu, ça ne l'intéresse pas. De toute façon, c'est en vertu de la Constitution canadienne, des partages des pouvoirs, les questions municipales, d'organisation du territoire relèvent des gouvernements provinciaux. Et le fédéral ne s'intéresse pas aux municipalités. On souhaite que les municipalités et les gouvernements provinciaux souhaitent une politique urbaine canadienne, une politique des transports urbains, une politique nationale des transports. Le gouvernement fédéral résiste totalement à ça, il se tient à l'écart. Alors le fédéral ne s'occupe pas du développement des villes, alors la relation est entre le gouvernement provincial et les municipalités. Le gouvernement de la province de Québec, l'on tombe dans une dynamique qui est celle on est un quasi-pays à l'intérieur des pouvoirs donnés par la Constitution aux provinces. C'est la plénitude des pouvoirs, là. C'est pas la moitié ou le quart, là. C'est 100%. Alors, il y a suffisamment de ces domaines-là, la santé, l'éducation, les affaires urbaines et bien d'autres, pour qu'on ait déjà notre gouvernement provincial s'apparente dans tous ces domaines-là un gouvernement d'État, point un État indépendant. Montréal est une île d'1,8 million d'habitants. Alors vous avez toute la diversité imaginable du Québec, elle est concentrée
à Montréal et à Montréal seulement. C'est toujours un jeu cruel pour le gouvernement du Québec que de donner quoi que ce soit à Montréal. Tu le donnes aux banlieues, étant donné l'homogénéité beaucoup plus grande, classe moyenne, blanche, québécoise de souche, encore, même si ça tend à changer là aussi, mais c'est encore très majoritairement, tu peux espérer des basculements de gouvernement, prendre le pouvoir en t'appuyant sur le reste du Québec, en t'appuyant sur les banlieues de Montréal. C'est un pari fou que de prétendre vouloir te maintenir ou prendre le pouvoir au provincial en t'appuyant sur Montréal. Parce que si tu n'as plus aux francophones, tu auras forcément des plus aux anglophones. Alors c'est pourquoi le gouvernement du Québec est assez résistant à quoi que ce soit que Montréal lui demande, finalement. Là. En plus, il y a l'inertie des façons de faire. On a été séduits, nous, par le modèle américain au sortir avec 15 ans de retard sur les États-Unis. Là. La Révolution tranquille, chez nous, c'est le début des années 60. Et on avait un profond sentiment de retard sur les États-Unis. Une fascination tout à fait compréhensible pour ce qui émergeait aux États-Unis, cette vitalité inouïe des États-Unis, et une inquiétude quant à notre place en Amérique du Nord, quant à notre américanité. Sommes-nous aussi américains que les autres Américains étant entendu tous ceux qui vivent en Amérique? Et cette soif, il y a une soif de rattrapage. Et le rattrapage, c'est fait à la manière qui était typique de l'époque. Et on n'y a pas été avec le dos de la cuillère. On était heureux. On a fait d'excellentes choses, plein d'excellentes choses. Mais en matière de développement urbain, de développement de nos villes, c'est catastrophique. Là. On a foncé tête baissée dans le modèle américain. Et on a mis en place, ce faisant, des pratiques, des réseaux de pouvoir. Et ça, c'est une immense inertie. C'est un bulldozer extrêmement difficile à faire dévier. Et ce bulldozer-là, il s'appelle le principal lieu d'expertise en matière urbaine au Québec, c'est le ministère des Transports du Québec. Et le ministère des Transports, c'est toujours la même chose. Il faut bâtir de l'autoroute. Il faut motoriser le Québec. Et imaginez-vous là, qu'au Québec, présentement, on n'a que 575 autos pour 1000 habitants. Imaginez-vous ça, là, comment c'est honteux. Aux États-Unis, la moyenne, c'est 807. On est encore 230 autos pour 1000 habitants derrière les États-Unis. Honteux. Cette inertie-là, combinée au jeu politique dont je vous parlais tantôt, fait que Montréal n'a pas la collaboration du gouvernement du Québec. Alors, on a le fédéral nous ignore et le gouvernement du Québec travaille plutôt avec nos adversaires en termes de localisation résidentielle, de construction commerciale, de tout ce qui fait la dynamique du développement urbain. La variable principale pour déterminer la production de gaz à effet de serre ou le poids carbone d'une société, c'est la variable développement urbain. C'est une fois que tu as réglé le cas de l'industrie, parce qu'au Québec, on a très très bien performé depuis 1990 en matière de réduction de nos gaz à effet de serre dans l'industrie, dans certains transports, les transports non routiers, si bien qu'on dans les matières résiduelles, le domaine des transports routiers. Et ce domaine des transports routiers, il est intimement lié à la manière dont on développe nos villes. Il faut quand même savoir que simplement pour les déplacements domicile-travail matin et soir, 5 jours semaine, le 1,5 million de banlieusards entourant Montréal dépensent 2 fois plus d'énergie annuellement que les près de 8 millions de Québécois pour tous leurs déplacements interurbains sur le territoire du Québec, parce qu'on invoque la taille du territoire du Québec pour dire que c'est normal qu'on produise beaucoup de gaz à effet de serre. Non. Les seuls banlieusards de Montréal, dans leur déplacement domicile-travail, entre leur résidence et leur lieu de travail 5 fois par semaine, dépendent 2 fois plus d'énergie que tous les Québécois pour les déplacements interurbains. On n'est pas invoqué à la taille du territoire. C'est le modèle de développement urbain qui est en cours. Mes services ont été retenus par le ministère des Transports, le fameux ministère dont je parle en mal tantôt, en 1999 déjà pour rédiger la problématique des changements climatiques et des transports au Québec. Vous imaginez bien que la conclusion était que c'est dans le domaine urbain que tout va se jouer, parce qu'il y a un intérêt économique dans d'autres secteurs à s'ajuster. Et ils l'ont fait, l'ajustement a été fait. Puis il continue de se faire, puis les technologies évoluent. Puis je ne connais pas un avionneur qui va dire non, moi je préfère avoir des moteurs qui bouffent plus de kérosène. Non, dans son équation économique, ça serait suicidaire. Alors il y a cette condition économique qui fait que les autres secteurs, que le secteur urbain, vont continuellement réduire leur empreinte écologique, réduire leur production de gaz à effet de serre. Et au Québec, il nous reste la manière dont on développe nos villes. Et principalement Montréal.
qui est quand même à elle seule la moitié de la population du Québec. Ça veut dire les 2/3 de la population urbaine du Québec. Alors, tout va se jouer à Montréal. Le grand enjeu des changements climatiques, c'est la manière dont on développera Montréal dans les prochaines années. Et l'objectif, c'est d'arriver, dans un premier temps, d'arriver au niveau européen, coupé à peu près par 2. Notre consommation énergétique globale comme grande agglomération. Una revolución energética. La consommation d'électricité est Fuel efficiency. Muchas veces hablamos de cambio climático y Dépensez moins d'énergie.